Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère, il est 16h49, au moment où j'enregistre, à 18h, il y aura un petit live. Alors la vidéo ne sera sûrement pas encore sortie, mais je vous préviens pour les prochaines fois. Si vous voulez nous rejoindre, je vous mets le lien en haut à droite. Sachez que pendant ces lives, on tire au sort tous les gagnants de la semaine. Et oui, il y a des petits NFT de la chaîne à gagner. Ils se trouvent sur la blockchain de Multiversex, anciennement Elrond. Si vous voulez en savoir plus, vous avez une petite vidéo explicative qui vous attend sur la chaîne. Je vous mets également le lien en haut à droite. Pour tous ceux qui attendent leur NFT, je vous rappelle que Kavari est une bêta et que je galère un tantinet à upload les vidéos en ce moment. Donc, soyons patients, vous inquiétez pas, tout arrive à point à qui sait attendre. Allez, on passe à notre Fear and Greed Index, côté crypto, qui se trouve toujours dans le neutral à 51. Du côté des marchés US, on est de retour dans l'extrême peur à 24. Est-ce que je me réjouis? Oui, toujours autant. Avant de répondre à la petite question que je vous ai laissée hier, qui est à savoir quelles sont vos 3 cryptos favorites, je tenais à mettre un petit coup de projecteur sur les Tontons Crypto, une chaîne qui ne compte que 693 abonnés et croyez-moi, ils en méritent bien plus. Si vous adorez les analyses techniques, sachez que vous pouvez retrouver un super binôme et comme écrit dans leur bannière, il y en a un qui est spécialisé dans le trading et l'autre dans l'investissement plus long terme. Autant vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. Et pour pas changer, je vous mets le lien de leur chaîne en haut à droite. Surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner les zappeurs et zappeuses. Alors, mes cryptos favorites sont Bitcoin et Bitcoin. D'accord, mais insultez pas, tranquille. Bon, vous l'avez compris, j'adore Bitcoin, je suis permaboule sur Bitcoin parce que, si je prends le chart vraiment très long terme en monthly, moi personnellement, qu'on soit à 20 000, à 40 000, on ira plus haut. Voilà, c'est que mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est seulement mon appréciation et je n'ai qu'une envie, c'est accumuler du Bitcoin. Par contre, grâce à nos FOMO qui a des super stratégies pour accumuler davantage de Bitcoin, ma deuxième crypto favorite pourrait être Ethereum, parce que, c'est la deuxième plus grosse blockchain qui est là depuis très longtemps. Il y a de quoi build, ils ont un écosystème énorme, donc je ne m'en prive pas. Et la troisième, on va aller la chercher et on descend. 51e place, le Multiversex. Bon, pas grande surprise, évidemment, vu que je m'en sers cette année pour mes NFT. Je vous rappelle que tout ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas à quelle date nous avons acheté ces jetons, à quel prix nous avons acheté ces jetons et à quel moment on va les vendre, ok? Donc chacun ses cryptos, surtout faites vos recherches et n'oubliez pas qu'on investit sur ce qu'on pense qui pourrait prendre de la valeur à l'avenir. C'est quand même le plus important. Multiversex a une énorme communauté. Benjamin Minkou qui est à la tête est un roi du marketos et pour le moment, ils tiennent leur roadmap à la lettre. Et comme pour tout projet, je leur souhaite plein de réussite. Voilà, vous savez tout, vous pouvez enfin vous installer confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'un excellent week-end. On se retrouve demain pour le dernier zap de la semaine. Je vous remercie pour tous les commentaires, tous les likes que vous avez donnés pour ces derniers zaps. Vous êtes des boss. On se retrouve demain. C'était Zap Crypto. La crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique qui utilise une technologie appelée blockchain pour sécuriser et vérifier les transactions. Contrairement aux monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar, la crypto-monnaie n'est pas émise par un gouvernement centralisé ou une banque, mais est créée et gérée de manière très importante, décentralisée. Décentralisée, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'autorité qui contrôle l'ensemble du système. J'ai parlé juste avant, j'ai employé le mot blockchain, juste avant de blockchain. La blockchain, c'est comme un grand registre public et décentralisé dans lequel toutes les transactions, absolument toutes les transactions, sont enregistrées de manière transparente et impossible à modifier. Et c'est génial parce que de cette façon, la blockchain garantit l'intégrité et la sécurité des transactions en évitant les fraudes et les manipulations. Et en plus, c'est pas fini. Je peux ajouter que les transactions sur la blockchain sont extrêmement rapides, moins d'1 minute. La blockchain est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, contrairement à une banque qui ferme le midi, le soir, les week-ends, les jours fériés et qui te pose tout un tas de questions si tu souhaites par exemple
transférer de l'argent d'une banque à une autre, parce qu'avec la crypto, je te le dis comme ça, avec la crypto, tu transfères autant que tu veux et quand tu veux. Alors tu t'intéresses au Bitcoin, très bien, qui est la crypto-monnaie la plus célèbre, la numéro 1, la plus puissante. Le Bitcoin, qu'on appelle également le BTC, a été créé en 2009. Il valait à l'époque quelques centimes, rien du tout. Et il a été inventé par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Le Bitcoin est également conçu pour être limité en quantité, ça c'est très bien, avec un plafond de 21 millions de pièces, ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de BTC. Et ça, c'est génial. C'est l'une des grandes forces du BTC. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Contrairement à l'euro ou le dollar, où ils impriment encore et encore. Deuxième news, Crédit Suisse va emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses. Donc, ceux qui ont peur que la deuxième plus grosse banque de Suisse ferme et qu'il y a un risque systémique, qu'est-ce que c'est? C'est que ça se propage, si tu veux, sur les autres banques en Europe, sachant que le Crédit Suisse fait partie des banques qui sont classées dans le top des banques dans le monde qui peuvent créer un risque systémique, c'est-à-dire faire un tremblement de terre qui fait mal à tout le monde. Donc, il n'y aura pas de problème parce qu'on a la banque suisse qui va s'occuper de tout ça, la Banque nationale suisse va s'occuper de tout ça. Donc, l'institution aux 1500 milliards d'avoirs en francs suisses, c'est-à-dire 1615 milliards de dollars le Crédit Suisse, tu vois. C'est pas la Silicon Valley Bank ou la Signature Bank ou Silvergate qui sont entre 50 et 200 milliards. Là, on a 1600 milliards de dollars, quoi. Putain, c'est Dieu, trop de pognon. Vient d'annoncer qu'elle empruntera jusqu'à 50 milliards de francs suisses à la banque centrale du pays. Donc, vous inquiétez pas. Depuis la chute de la Silicon Valley Bank, le secteur bancaire perd confiance des investisseurs à l'échelle mondiale parce qu'il y a tous les investisseurs qui vendent leurs actions des banques, tout simplement, que ce soit Société Générale, BNP Paribas et Crédit Suisse aussi qui a plongé de quasi 30%. Malgré tout, la seconde banque suisse se veut rassurante parce que son PDG qui s'appelle Ulrich Körner, qui nous dit ces liquidités supplémentaires, donc les 50 milliards, soutiendront les activités principales du Crédit Suisse et de ses clients, alors que le Crédit Suisse prend les mesures nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée, axée sur les besoins des clients. Ouais, bon, un peu un blabla pour dire que vous inquiétez pas, tout va aller bien, mais bon, on fait pas confiance. Et en février dernier, le Crédit Suisse avait annoncé sa plus grande perte financière depuis la crise des subprimes de 2008, donc ça picote quand même, tout en avertissant qu'une nouvelle perte de la même importance sera à venir pour l'année en cours. Bah dis donc, c'est rassurant ça. Aujourd'hui, à l'ouverture des marchés, le cours de l'action bondit de 24%. Donc les actionnaires, c'est vraiment tout boule ou tout bear, comme les marchés crypto. Quand c'est bear, bim, tout le monde vend, ça va aux enfers. Et quand il y a une petite news bullish, bim, tout le monde rachète et ça ravale la bougie rouge. Bon. Et donc après l'effondrement de la Silicon Valley Bank, la Signature Bank, la Silvergate Bank et compagnie, les défis recrutés rencontrés par le Crédit Suisse, et donc on a quand même une crainte qu'un effet domino sur l'économie mondiale se fasse et fasse très mal au secteur bancaire. Donc on doit surveiller tout ça. Et on nous dit, tandis que les indices mondiaux sont majoritairement en perte, le secteur des cryptos, lui, résiste à la crise. On le voit bien. En témoigne le rebond du marché depuis l'apaisement de l'affaire USDC, le prix du Bitcoin est parti to the moon. Là, aujourd'hui, on est à 26 200 $. Donc le Bitcoin est bien. Et c'est dans ce contexte de panique bancaire que le roi des cryptos, le Bitcoin, fait briller sa fonction primaire, stocker et échanger de la valeur sans autorité de confiance centralisée comme les banques. Voilà, c'est beau. Et sinon, comme je vous disais, tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce que la Fed imprime 300 milliards de dollars, mes amis. Le Bitcoin en nette hausse. C'est Cryptos qui nous dit ça, évidemment. Hein, je vous ai mis ce titre-là parce que on condense tout un petit peu dedans. On s'éclate, on va mieux. Hein, c'est ce que je vous ai dit dans mon titre. Pourquoi? Parce qu'on a confiance d'un seul coup au marché traditionnel. On a confiance dans la Fed. On a confiance dans tout, quoi. Les Américains, hurrah, hurrah, hurrah. Donc, nous sommes contents. C'est pour ça que tout le monde est un petit peu FOMO. J'ai l'impression que le marché, là, il repartit trop plus vite que prévu. Parce qu'en réalité, on n'oublie pas, on est quand même dans un bear market. Enfin, bon, allez, je vous lis un petit peu cet article qu'ils nous ont mis. Alors, cela surpasse les 4,5. Alors, on parle du début, je vais repartir de là. En début de semaine, la Réserve fédérale des États-Unis a annoncé un nouveau plan de sauvetage des secteurs bancaires. Alors déjà, quand je lis ça, sauvetage du secteur bancaire, sauvetage.
Déjà, sauvetage, donc ça prouve encore qu'on n'est pas dans une période extraordinaire, parce que sauvetage du secteur bancaire, ça veut dire qu'il avait tendance à se noyer là. Donc on l'a ressorti de l'eau pour le sauver, on a fait un petit peu de bouche à bouche, un petit peu de contraction sur la poitrine, vous savez, pour sauver les gens, là, on peut casser 2-3 côtes d'ailleurs, hein. Il peut y avoir quelques catastrophes en cours de route, mais donc on l'a sauvé simplement, hein. Alors, et nous, le fait qu'on sauve quelqu'un, on a l'impression qu'il va courir un 10 000 mètres tout de suite, en 2 secondes, et qu'il va être champion du monde, c'est un peu ça là, hein. Alors que non, hein, on sauve simplement, donc après il faut un petit temps de réadaptation. C'est ce qui se passe, parce qu'en ce moment on a des banques qui sont en train de s'écrouler, on a tout un système, on est en bériche, on a tout un système qui s'est cassé la gueule de partout, je parle du monde traditionnel, hein, pas du monde, la crypto-monnaie elle suit le monde traditionnel, c'est tout. Et donc là on est en train de faire du sauvetage. Pour faire simple, comprenez que la planche à billets est de nouveau ouverte. Les premiers effets n'ont pas tardé à se faire sentir. Près de 300 milliards de dollars ont été empruntés à la Banque centrale américaine entre le 9 et le 15 mars. Ce que je vous avais dit il y a quelques temps, c'est la planche à billets qui va revenir, qui va recommencer. Et voilà, c'est du bon. Cela surpasse les 4,6 milliards de la semaine précédente, mais surtout les 111 milliards imprimés à la suite de la crise de 2008, mes amis. Cette statistique témoigne de l'ampleur du bank run qui secoue actuellement les États-Unis et de l'aide apportée par la Fed pour tenter de venir à la secours du secteur bancaire. Voilà, secourir le secteur bancaire parce que ça va mal. Et ça ne fait que repousser le problème à plus tard parce qu'en fait, le problème de liquidité reste là. On injecte 2 trillions de dollars qui est de l'argent qui est créé à partir de rien. Ça va augmenter l'inflation de façon massive et dans 6 mois, on va avoir besoin de 6 trillions, de 10 trillions. Là, on peut plus retourner en arrière, vous comprenez? Je vous expliquais depuis plus d'1 an que la Fed, les banques centrales avaient 2 choix et qu'on allait y arriver de façon imminente. C'est que soit les banques centrales laissaient le système bancaire s'effondrer ou qu'on recommençait l'impression monétaire. Si on laissait le système bancaire s'effondrer maintenant, on était rendu là, on était à peu près à quelques jours qu'on avait un effondrement complet du système bancaire qui allait causer une dépression majeure comme qu'on n'a jamais vu et un effondrement du marché de la dette qui aurait fait en sorte qu'on aurait eu une dépression probablement plus grave que celle de 1929. Ou, deuxième option, c'est qu'on réinjecte de l'argent puis on fait des prêts à une banque, à telle entité, on des milliards par là, quelques milliards par là, il n'y a pas de problème, on imprime, on dilue le pouvoir d'achat de la population parce que ça va se refléter sur les prix dans les prochains mois. En plus de ça, on fait ce qui est complètement dégueulasse, c'est qu'on vient socialiser les pertes. Donc, quand une banque perd de l'argent, c'est nous qui écope, parce que quand les banques centrales impriment de l'argent comme ça crée une inflation monstrueuse qui est un impôt sur la population. Et on privatise les gains, parce que quand les banques font de l'argent, y a pas de problème, nous, on touche jamais à l'argent. Mais quand les banques font faillite, les banques centrales viennent leur sauver le cul et c'est nous qui écope à la fin de la journée. Je sais pas si vous avez compris à quel point qu'on écope avec la dévaluation monétaire par l'impression monétaire. En ce moment, là, on voit le dollar US. Depuis 1913, en 1913, quand on avait $1, ça valait $1, mais en ce moment, ça vaut moins de 1,6 sous ou centimes si vous êtes en Europe. Donc il reste 1,6% du pouvoir d'achat aux Américains. En Europe, c'est la même chose. Au Canada, c'est la même chose. Au Japon, c'est partout dans le monde la même chose. JP Morgan is right now the biggest bank in the United States, probably in the history of the United States. JP Morgan. It's the largest bank in America. More than $2 trillion in assets. Question. Qui est plus puissant que la première puissance économique mondiale? La réponse n'est pas très compliquée, c'est son banquier. On dit que derrière chaque grand homme, chaque dirigeant de multinationales, chaque élu, chaque capitaine d'industrie ou chaque grand stratège guerrier se cache une femme, oui, mais surtout un banquier. Avec 37,7 milliards de dollars de bénéfices estimés pour l'exercice 2022 et ses 293 000 employés aux petits soins pour ses 90 millions de clients, la JP Morgan Chase est la banque numéro 1 dans le cœur des Américains et la 4e société la plus importante du monde selon le classement Forbes Global 2000. C'est une spécialiste des chiffres à vous donner le tournis car c'est aussi la banque de tous les records et l'héritière directe de l'une des plus anciennes institutions financières américaines, la JP Morgan & Co. Née en 1978, elle porte depuis le début le nom de son fondateur qu'elle a peu à peu fait entrer dans la légende. John Pierpont Morgan fait partie de ces hommes qui ont choisi d'investir dans l'avenir de leur pays et qui ont construit l'Amérique moderne. Rockefeller a choisi le pétrole, Carnegie les aciers, Ford l'automobile. Quant à John, lui, son truc c'était l'argent.
On dit de lui qu'il a inventé la finance moderne et mis en place toutes les règles qui régissent les fusions et acquisitions, mais il est surtout célèbre pour avoir laissé une énorme machine financière qui fait la pluie et le beau temps en Amérique et dans 15 pays sur 5 continents, depuis Los Angeles jusqu'à Singapour. Avec aujourd'hui plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la petite banque new-yorkaise que Junius Morgan a cédée à son fils a bien changé. Elle a changé de taille, changé d'activité, changé de posture et même changé de propriétaire, mais elle est toujours sous l'influence de l'esprit des riches pionniers qui l'ont fondée il y a 250 ans. Voici sur Money Radar l'épopée de John Pierpont Morgan, l'amateur d'art, le mania des chemins de fer, l'homme qui a prêté son visage à Mr. Monopoly, le maître de l'or, le baron voleur, à l'appétit insatiable. Et voici comment sa créature a dominé ceux qui ont dominé l'économie pendant des décennies. Sérieux, se dit ok, on a une grosse hausse la semaine dernière, on va essayer de réduire un petit peu, donc là on a 205 et là on est beaucoup plus bas, donc c'est pas une bonne nouvelle. Le marché de l'emploi est en train de retendre, c'est pour ça qu'encore une fois c'est une data supplémentaire qui m'empêche d'être ultra bullish, mais d'être neutre bullish. Pour moi il y a une grande probabilité d'aller chercher les 30 000 $, peut-être même aujourd'hui ou avant demain, ou même demain, mais il y a encore des petits trucs qui sont en train de me faire flancher, ok. Ensuite, du coup, pareil, la Banque centrale suisse, que je vous disais tout à l'heure, déclare qu'elle fournira de la liquidité supplémentaire au Crédit Suisse si nécessaire. En gros, ils sont en train de sauver toutes les banques aux États-Unis. Ils ont sauvé les banques aux États-Unis, ils sont en train de sauver les banques en Suisse et partout en Europe. En France, on va faire exactement la même chose. Vous allez voir, on va voir ce genre de news. Donc, Crédit Suisse va emprunter environ 50 milliards de francs suisses à la Banque nationale suisse pour renforcer ses liquidités. Cela représente 53,68 milliards. Et même après, il y avait une autre news. Où est-ce que je l'ai partagé? Je l'ai pas partagé là, mais en gros, il y a donc Morgan Stanley, the big bank aux États-Unis, qui a conseillé en fait à la Fed de faire un prêt de 2000 milliards de dollars pour en fait aider les banques à repartir, les sociétés, bref, d'imprimer. Comme je vous l'ai dit, oui, ça va être bien au court terme, mais le problème c'est qu'il faut penser à l'inflation. Ça va défoncer l'inflation. Oui, ça va empêcher une récession, mais moi je suis pas contre la récession non plus. Je préfère qu'on reparte sur de bonnes bases et qu'on soit tranquille parce que j'en ai marre. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on souffre total sur les marchés et j'aimerais bien même une dernière chute, comme ça en plus pour le DSA Challenge ça me permettra de recharger comme un cochon, vous aussi, de recharger sur tous mes wallets et on repartira pendant des années, parce que là c'est vraiment, on est dans un range, on chasse des liquidités, des chasses stop, des chasses de longue, des chasses de short, bref c'est un petit peu tendu en ce moment, donc moi ça me dérangerait pas d'avoir une grosse crise. Ensuite donc les développeurs d'Ethereum ont fixé la date cible du 12 avril pour son hard fork Shanghai qui permettra les retraits de TH stackés, bref good news, j'espère que tout passera bien, mais bon généralement tout se passe bien sur Ethereum, on croise les doigts. Donc la mise à jour de Shanghai appelée Chapella, oui j'ai un peu bégayé, marque l'achèvement de la transition complète d'Ethereum vers un réseau de preuve d'enjeu, le Proof of Stake. Une fois la date votée par les développeurs et confirmée via GitHub, l'époque 620-95-36 qui se produira le 12 avril ou autour sera gravée dans le marbre pour la mise à jour de Shanghai. Donc cela signifie que Shanghai sera légèrement retardé par rapport à l'objectif initial. Donc il y a pas mal aussi de discours, de débats par rapport à ça. Il y en a pas mal de personnes qui vont dire que ETH va chuter. Il y en a d'autres qui disent que ETH va pumper. Moi je pense que là ETH va surtout suivre le marché et pas suivre ce qui va se passer par rapport à cette mise à jour. Ok, il y en a certains qui vont prendre des profits, qui vont pouvoir en fait déstacker leur ETH, mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui vont se dire pourquoi vendre maintenant alors que j'ai souffert pendant plus de 2 ans à les laisser stacker et alors que l'ETH n'est même pas encore à 2000, même pas à 4000 ou encore il y en a certains qui essaient de viser les 10 000 $. Je vois vraiment pas. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont prendre des profits, mais il y en a pas mal qui vont re-rentrer parce que moi je suis dans ce style là. Moi ça m'intéresse d'aller du coup stacker des ETH directement sur ETH et pas que sur Bybit par exemple. Pourquoi? Parce que moi je vous le dis souvent, je déteste stacker du coup des cryptos en verrouillé parce que s'il y a un problème comme là avec tout ce qui se passe en ce moment, toutes les crises, et vous l'avez dans le baba tout simplement. Alors que si on me donne la possibilité d'avoir de mettre en fait mes cryptos en flexible, et j'y vais, je fonce, je réfléchis même pas. Donc je pense que voilà, il y a 3 styles. Des personnes qui vont prendre des profits, d'autres qui vont continuer à holder jusqu'à la mort, et d'autres qui vont rentrer parce qu'ils sont plus sereins. Et même pour les institutionnels, ils vont pouvoir en fait aller mettre des liquidités directement sur certains protocoles sans se dire ouais mais qu'est-ce que je fais si dans un an je suis obligé de rendre de l'argent à des clients parce qu'ils ont besoin de leurs fonds. Et là au moins il y a moins de problèmes. Donc bref, après c'est mon avis. N'hésitez pas à faire un petit débat en commentaire. Sur les cryptos, tu en as 98% qui correspondent à rien, qui valent rien, qui valent zéro, qui sont ce qu'on appelle des shitcoins, mais plus larges que les 2 ou 3 qu'on connaît, qui vaudront zéro parce que ça ne sert à rien, parce que ça ne vaut rien, et puis il y en aura très probablement quelques-unes qui vaudront quelque chose c'est le discours de ceux qui disent c'est 98% qui ont vocation à disparaître. Et voilà.
on les retrouvera tous sur l'Ether, le Binance non, mais c'est Bitcoin. justement pas ça. C'est que alors sur le Bitcoin, moi les autres, j'ai pas forcément d'opinion dessus, mais sur le Bitcoin, ce que je dis, c'est que aujourd'hui les pays, plus que les banques centrales d'ailleurs, veulent te contrôler. Pour te contrôler et pour vraiment achever le contrôle total sur toi, de quoi ils ont besoin ? Ils ont besoin de leur fameux euro numérique, dollar numérique, etc. Qui sont, alors on est déjà dans une monnaie numérique, hein, dans la banque, c'est pas des tas de billets, hein, que vous avez, c'est des 1 et des 0, hein, donc mais sur le principe d'une blockchain, pourquoi ? Parce que ça permet en fait d'avoir le contrôle total. Je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a quelques mois, les Chinois ont sorti une monnaie numérique qui avait une date de péremption, c'est-à-dire que tu es obligé de consommer. Ça, c'est le rêve pour tout gouvernement. C'est-à-dire que tu n'as plus d'épargne, tu ne peux plus être propriétaire de rien, tu es obligé de consommer parce que tu as X mois. Et puis au bout d'X mois, ton truc, il vaut plus rien. Et la fameuse monnaie fondante, c'est quelque chose qui a été théorisé il y a très longtemps. Sûr. Mais les Chinois, curieusement, ont été les premiers à l'expérimenter. Au niveau de la BCE, c'est très très important de comprendre ça, c'est que la BCE a augmenté ses taux de 0,5%. C'est plutôt une mauvaise nouvelle par rapport aux produits risqués, à l'économie en général, le Nasdaq, le Bitcoin, les crypto-monnaies. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui s'est passé hier, c'est que les marchés financiers ont tendu un piège à la BCE. Ça veut dire que si la BCE, qui a annoncé en février qu'elle allait augmenter de 0,5% parce que l'inflation est énorme, si la BCE n'avait pas augmenté ses taux de 0,5%, mais les avait augmentés par exemple de 0,25 ou voire n'avait pas augmenté ses taux par rapport à la crise, elle aurait annoncé un message catastrophique au marché. C'est ça qu'il faut bien comprendre ce qui s'est passé hier. C'était un gros piège des marchés financiers. Finalement, elle a été imperturbable, Christine Lagarde. Elle a annoncé comme prévu une hausse de 0,5% et au final, le marché a énormément apprécié, que ce soit les marchés crypto, que ce soit le Nasdaq, la bourse en général, c'est très très bien comporté, on le verra. Parce que c'était un énorme piège et que si la BCE avait annoncé non pas 0,5 mais 0,25 ou une pause dans la hausse des taux, le message aurait été catastrophique, il y aurait eu un effondrement des marchés parce que ça aurait été reconnaître qu'on était dans une situation ultra critique. Donc comme quoi, parfois le marché est très très dur à comprendre. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'interprète la décision de la BCE, qui a tenu sa ligne de conduite, qui a dit qu'elle allait continuer à augmenter ses taux d'ailleurs. Et au final, c'est positif pour le marché parce que c'est rassurant. Pas mal d'articles pour dire qu'est-ce qui pourrait finalement refaire démarrer vraiment le marché. Eh bien, la première chose, ce serait effectivement pas de faillite bancaire ce week-end, ce qui serait pas mal. Et puis, la deuxième chose, c'est que la semaine prochaine, on ait un discours plutôt dovish de la part de la Banque centrale américaine qui va bien sûr nous parler mardi et mercredi. Enfin, surtout mercredi pour faire sa décision sur les taux. Alors, le grand débat aujourd'hui, c'est que va faire la Fed ? On a eu peut-être une petite esquisse avec le comportement, avec les annonces de la BCE hier. La BCE qui a annoncé donc une hausse de 0,50% sur les taux directeurs parce qu'ils veulent continuer à lutter contre l'inflation. Inflation européenne qui sera d'ailleurs publiée ce matin en Europe. Et donc Madame Lagarde a dit qu'elle ne pouvait pas faire autrement aujourd'hui. La priorité est de freiner l'inflation qui est beaucoup trop haute. Et puis la problématique des bons qui partent en sucette, ça passera peut-être au premier plan la prochaine fois. D'ailleurs, contrairement à ce qu'ils avaient déjà pas mal annoncé au niveau de la BCE n'a pas donné de détails sur ce qu'il ferait lors du prochain meeting. Donc pour l'instant c'est 50 BP cette fois et puis on verra la prochaine fois. Donc du coup maintenant tout le monde se pose des questions sur que va faire Monsieur Powell. Eh bien, Monsieur Powell, il a un boulot qui est pas facile. Il est pas facile parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde s'attend plus ou moins à une hausse des taux de 0,25% parce qu'il faut continuer à lutter contre l'inflation. Mais en même temps, il y a d'autres voix qui s'élèvent, qui sont en train de dire, oui, mais si les banques sont dans la panade, on va dire, eh bien, à ce moment-là, que va-t-il faire? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, simplement, les banques, elles, vont forcément rechigner à prêter un peu d'argent.
Oui, je reconnais, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais ils vont arrêter de prêter de l'argent ou réduire en tout cas le nombre de prêts. Donc si les gens ne peuvent pas emprunter autant qu'avant, ils vont forcément moins consommer. Et s'ils consomment moins, l'inflation devrait, je dis bien, ralentir, ce qui veut dire que ça facilitera un petit peu le travail de la Fed et que finalement ces Fed Funds à 6% comme on les attendait il y a encore 15 jours, pour l'instant, sont plutôt hors de question dans le cadre de cette crise bancaire que nous traversons pour le moment. Hop. Donc simplement, ça on s'en fout. Cassure de creux ici, on en avait parlé. Qui dit cassure de creux ici dit potentiellement sommet descendant. On localise ça où? Zone de rechargement de short, 105 points à peu près. On y est venu, rejet. Maintenant la question c'est est-ce qu'on fait vraiment ce rejet? Si oui, c'est bien. Si les taux baissent et que le dollar baisse, actuellement qui en profite? On a les bonds, on a les cryptos, on a les indices, on a les actions et on a le gold. Ok. Donc actuellement, tout est opposé au dollar et au taux. Si les taux baissent et le dollar baisse, c'est très bullish pour les autres. Là actuellement, le dollar qui nous a fait ici, le petit retour zone de rechargement de short. Et là, on attend de voir si on peut casser ce creux à 103,4. Si on casse les 103,4, pour moi, c'est un signal bearish. Et l'objectif sera de revenir tester probablement cette zone ici, au moins les 101,9 points. Et si on est toujours baissier, pour l'instant, c'est le cas. Si on regarde le graphique weekly, ici, pour l'instant, ça c'est qu'un simple rebond. Ok. Si on est toujours baissier, l'objectif serait d'aller chercher un nouveau plus bas. Bitcoin apprécierait les actions, les indices probablement également, sachant que la Fed peut redéclencher la planche à billets, peut ne plus monter les taux. Ça serait pas trop bullish pour le dollar index. Ok. Maintenant, pour moi, il reste quand même à surveiller ici, parce qu'il y en a pas mal qui vont défendre ces zones de prix là où on est. Zone de rechargement plus petit imbalance ici. Il faut voir si le prix va pas redéclencher. Donc pour moi, c'est simple. Ça passe ou ça casse. Soit on redéclenche ici, on défonce tous les vendeurs, on ira faire un nouveau sommet et attention. Soit la zone ici, elle cède, on fait le nouveau plus bas et on est bon pour une bonne confirmation baissière, un reverse du marché et un retest au moins du bottom ici, entre 100 points et 102 points, tout simplement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous appréciez l'impulsion du BTC. Je vais vous schématiser uniquement ce graphique. Le BTC a travaillé son support de 6 000 $ toute l'année 2018. Il l'a ensuite brisé pour nous donner un visuel sur cette magnifique purge. On a eu notre première confirmation haussière la semaine du 1er avril 2019 avec la Kinjun d'Ishimoku Kimkoyo aux environs de 5 000 $. Deuxième confirmation la semaine du 6 000 2019 avec une pénétration du chandelier dans le Kumo. Le nuage pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec les termes d'Ishimoku. Donc, ça s'est passé ici. Regardez, on pète le support de 2018 ici. Purge, confirmation Kinjun, pénétration dans le Kumo. Le dernier cycle est quelque peu différent, mais on retrouve quand même des similitudes. Le BTC a travaillé son support de 32K pendant 1 an et demi. Un deuxième support s'est formé aux alentours de 19 000 $, ce qui correspond à l'ancien ATH de décembre 2017. Regardez ici donc, premier support, 32K, on le pète. Deuxième support ici à 19K, ce qui correspond à l'ancien ATH, sans vouloir me répéter. Donc, je vous rappelle, celui-ci a lâché 3 mois plus tard pour nous donner un visuel sur la dernière purge de ce cycle avec un plus bas sous les 16 000 $. Je me permets de vous rappeler que l'ATH actuel est de 68 000 $. Allez, je vais droit au but. Après presque 2 ans d'attente, nous avons eu notre première confirmation Kinjun ici en weekly. C'était la semaine du 9 janvier 2023. Retest parfait sur la bougie suivante et une magnifique mèche qui vient percer le tout la semaine du 6 mars dernier. Comme vous pouvez le remarquer, le chandelier est quasiment contre la SSA, qui est la porte d'entrée pour pénétrer dans le Kumo. Sur ce graphique, vous avez juste un visuel sur les 2 derniers cycles. Regardez aussi un peu plus loin, c'est chirurgical. Je vous laisse juger par vous-même, mais est-ce que vous êtes prêts pour le prochain cycle? Maintenant, ce que je remarque, c'est que faut pas se leurrer. Parmi les survivants, il y a ceux qui ne vendront jamais, les fameux team DCA. La question, c'est est-ce qu'ils auront les couilles de hold leur position alors que c'est les beaux jours et qu'a priori, ça devrait pas l'être. Donc là, je dis pas que c'est sûr qu'il y a les beaux jours, mais je pense qu'il y a une probabilité. De par la saisonnalité, en général, jusqu'au printemps, jusqu'en mai-juin, on est plutôt dans le vert. Il y a une possibilité que ça se passe bien. Bien sûr, il ne faut pas oublier, je ne sais pas si je ferai de météo du Bitcoin d'ici là, c'est qu'il y a énormément de paramètres à tenir en compte. Personnellement, mon hold Bitcoin, en plus d'avoir pris des petits scalps sur la montée, donc ce qui m'a permis de pas trop me faire, pas trop d'être perdant en termes de Bitcoin sur la montée, mon hold de Bitcoin peut être invalidé.
Mais à cause de la force de ce trend, de cette structure haussière, ici on voit un rising tree en weekly. Ça veut dire 3 bougies rouges réavalées dans l'autre sens. Donc globalement, tous les vendeurs niqués. Selon la clôture weekly, on aura des formes d'invalidation. Une clôture weekly sous les 24 100, c'est pas bon. Ça sera probablement une source d'invalidation pour moi. Pour l'instant, je tiens mes positions. Et on dirait que globalement, si le Bitcoin il tient les 20 000, on est tranquille. Hein. Mais je pense pas qu'on revisitera jamais. Il y a trop de gens. Ça devient un support ici. Donc évidemment, sur un Black Swan, ça peut être invalidé. Mais les Black Swan que tout le monde s'attend, ça n'arrive pas en général. Hein. Le Black Swan ici qu'on peut s'attendre, c'est que finalement Bitcoin fasse son truc de Bitcoin, c'est que oh putain, c'était vraiment un edge anti-effondrement. Donc on va voir comment ça se goupille. Pendant ce temps-là, et oui, je me donne le droit de changer d'avis. Considérer que je fais du divertissement et que je suis là pour perdre mon argent face à tout le monde. Alors là, il y a un des membres qui date de longtemps. Personnellement, j'ai appelé ma soeur et ma belle-sœur hier pour dire de garder leur crypto jusqu'en mai et de tout vendre ensuite. Ouais, mai-juin, je pense aussi que ça risque de faire le coup sur la nuque. Juste le temps qu'on baisse sa garde et qu'on soit un petit peu trop optimiste. Mais on peut se faire surprendre par un rallye qui coiffe pas mal de gens au poteau parce que c'est sûr, c'est un sucker rallye. On va regarder de plus près le mouvement que nous avons eu. Alors je rappelle très rapidement, nous sommes dans une accumulation de Wyckoff dans la partie basse avec SC, AR, ST, STV, d'accord, crise de FTX ici, élément déclencheur fort pour aller prendre la liquidité, on prend la liquidité, on accélère à la hausse, et là actuellement nous sommes dans l'accélération haussière avec la rupture de la R. Nous sommes en train ici de faire un magnifique renversement de tendance dans lequel on est en train de passer une tendance baissière à une tendance haussière long terme. C'est un petit peu ce qu'on est en train de voir, je vous remets juste en weekly, histoire de bien voir là ce que nous voyons. C'est très beau et justement on est en train de valider ça. Il va falloir tenir impérativement ce soir. Donc là, on est en train de faire une nouvelle poussée qui a été justement accentuée dans un premier temps par, je crois que c'est à 2h du matin où ça a déclenché. C'est ça, là, sur la rupture 2h du matin, ça a déclenché avec une énorme accélération qui nous a donné un énorme short squeeze et on voit qu'on a eu une petite phase de consolidation ce matin et on voit qu'on est en train de réouvrir à la hausse avec une accélération, peut-être une rupture bientôt des 26 500 et on n'est pas loin justement du gap CME pour pouvoir combler cette partie de gap CME de rupture et retourner dans des zones qu'on n'a pas connues depuis justement le break de Celsius et ça c'est très important, ça veut dire qu'on revient dans des niveaux qui date d'il y a 9 mois. Et là-dessus, ça veut dire aussi qu'on a réabsorbé une grosse partie de liquidité. Ce qui est aussi intéressant, c'est de le replacer dans un contexte macroéconomique. Le contexte macroéconomique est que on a toujours de l'inflation, on a toujours une augmentation des taux de la Fed, on a des taux très hauts déjà mis en place par la Fed, on a une crise de liquidité au niveau des banques. Bon, et pourtant, on voit un BTC qui pousse, et qui pousse fort, très fort. Il manque un tout petit truc en mensuel. Vraiment un cheveu pour avoir ce qu'on appelle le signal intégral. Je vous en avais parlé, je crois, cette semaine de ce signal intégral. Le premier signal, c'est si on vient à s'affranchir des 25 200 $ sur une clôture mensuelle. Hein. Donc on aura passé le FOMC de la Fed et on aura passé la semaine prochaine, qui est aussi une semaine déterminante. Si on vient clôturer un mois, je suis bien en mensuel, au-dessus des 22 212 $, tous les bears sont sous l'eau. Je dis bien tous les bears. On avait exactement le même phénomène ici. Hein. Et généralement, quand on met l'intégralité des bears sur plusieurs mois, et c'était plus long, hein, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est beaucoup plus long que ce qu'on avait vécu en 2018-2019, et le narratif est assez similaire, mais il y a quelque chose qui a changé. Et vraiment, accrochez-vous, parce que je pense que c'est capital pour pouvoir potentiellement essayer d'encadrer un scénario violent d'une hausse sans précédent, et tout ce que vous voulez. Dès lors, vous mettez en fait votre petit curseur ici, le vert, vous le baissez en fait, hein, tout simplement, il y a tous les boules sont en gain actuellement, en tout cas ceux qui avaient accroché des longues, et là c'est tous les bears qui sont sous l'eau. Il n'y a aucune raison qu'on vienne les sauver ces mecs-là. Hein. Et je vous le dis, si on commence à venir sauver ces mecs-là, en somme, si on commence à venir sauver des bears et qu'on vient mettre des boules sous l'eau, eh ben c'est pas bullish l'histoire, hein. Ok, c'est super important. Hein. On n'a pas du tout envie de voir ça. Hein. C'est plus du tout le but. Le but c'est d'aller les éclater, de retourner sur les moyennes mobiles. Et justement, la fameuse target d'Hermès, qui est finalement
pas si loin que ça maintenant, hein, qu'on en parle, puisque comme on vient des 16 000, 17 000 $, on est à 26 000, la target d'Hermès, ça paraît une broutille maintenant. Hein. Et personnellement, je pense que ça va pas durer très longtemps pour que ça le devienne réellement. Bon, voilà ce petit signal au niveau de la clôture mensuelle, mais vous avez aussi celui-là. Vous vous rappelez, je vous avais parlé au niveau du Air William. Mais on l'a, hein, on l'a ce cross, il est là le cross. Donc si on clôture une bougie mensuelle, on va reprendre un petit peu dans le passé ce qui s'était passé. Bah, ici, c'était pas bear. Et ici, c'était pas bear. Et ici, là-bas, on le voit pas, mais c'était pas bear non plus. Pour être tout à fait honnête avec vous. C'est le dernier cigale intégral. Si on fait ça, si on clôture comme ça, à l'heure où je vous parle, et qu'on continue un petit peu à ranger, si vous voulez, on va chercher la liquidité au nord, au sud, on va péter quelques boules en levier x100 et quelques shorts en levier x50, bah, très franchement, si on clôture comme ça, je sais pas ce qui pourrait nous arrêter. Pour être tout à fait... D'un point de vue technique, hein. Après, d'un point de vue fondamental, je ne dis pas du tout le contraire. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Je voulais vous montrer ce petit graphique. Ça vient de Zapcrypto. Donc merci à toi, Zapcrypto. Elle travaille sur William, moi aussi sur William et William R. Et effectivement, elle a vu que... alors, je vais vous le vulgariser au maximum. Quand vous avez la MA, la moyenne mobile 13 qui crosse la moyenne mobile 21, en sortant de ses plus bas, notamment ici, je vous le remets ici, on arrive derrière sur une période de bull run. On l'a eu donc en 2015, on l'a eu en 2019 et on l'a également ici, on est en train de croiser et de ressortir à la hausse. Voilà, donc ça c'est des données, vous le savez comme mon accoutumé, c'est pas parce qu'il y a eu 2 fois de reproduction que c'est forcément un modèle, c'est un indicateur. Voilà, cet indicateur vient s'ajouter aux autres, notamment à de la technique. Et si on tenait enfin la première application digitale sportive qui vous permet de vous récompenser pour tout type d'activité physique et pas seulement le running, le vélo ou la natation. Alors aujourd'hui, je suis très content de vous présenter ce nouveau projet qui, je trouve, peut avoir un très bon potentiel. Il s'appelle Moo. C'est un Move to Earn qui est sur la blockchain BNB. Et vous commencez à avoir l'habitude sur cette chaîne, mais il ne s'agit pas d'un partenariat rémunéré ni d'un conseil en investissement. Je ne suis pas habilité à le faire et je vous présente seulement des projets qui sont en stade de développement et qui peuvent avoir un potentiel pour augmenter votre niveau d'activité physique et pourquoi pas votre budget dans votre quotidien. Donc Moo, c'est une application de fitness qui se positionne sur 3 points forts particuliers. Le premier, et qui peut aussi être une barrière à l'entrée, honnêtement, pour beaucoup de joueurs, c'est d'avoir obligatoirement une montre connectée qui peut suivre votre activité physique et surtout votre rythme cardiaque. Alors, il y en a plein qui vont être compatibles, Garmin, Fitbit, etc. Mais ça a un certain coût, en plus des investissements potentiels dans le jeu. Tout le monde ne peut pas avoir une montre connectée et donc ça peut être un petit peu bloquant. Mais c'est une condition nécessaire pour vous permettre de tracer n'importe quelle activité physique. Parce que là, ce qui va vous récompenser, c'est votre rythme cardiaque. Plus vous vous donnez à fond et plus vous allez gagner du token et de la crypto-monnaie dans le jeu. Et ça, c'est génial parce que jusqu'à maintenant, on n'avait que des projets qui récompensaient votre vitesse ou le nombre de pas que vous faites dans une journée. Donc, c'est plus sur tout ce qui va être marche, running, éventuellement natation. Mais là, on pourrait imaginer du crossfit, de la musculation, enfin, toute activité physique, en fait, qui augmente votre activité cardiaque. Et donc, Moo peut vraiment se positionner comme un complément d'autres Move to Earn pour que vous ayez vraiment un quotidien avec différentes activités physiques récompensées. Et le troisième point de différenciation, c'est cet aspect social. Donc, vous serez capable de partager des contenus, des astuces avec les autres joueurs. Mais ça, honnêtement, c'est quelque chose qui est proposé par d'autres projets, notamment DeFit. Et comme je l'avais présenté dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la checker si ça vous intéresse. Je reste un petit peu prudent par rapport à cette approche social fi. Alors oui, c'est intéressant parce que si les personnes partagent votre contenu, vous pouvez recevoir du token, de la crypto-monnaie, des avantages. Mais de notre côté, on a une multiplication des réseaux sociaux et on en a qui sont très pertinents aujourd'hui, donc je suis pas sûr que ça prenne. Après, ça dépend bien sûr de la communauté, des incentives, donc pourquoi pas, mais pour moi, ce sera pas l'élément de différenciation majeur. Et on finira la vidéo du jour avec un petit jeu, puisque ce jeu en fait permet, on va jouer directement ensemble. Bon, malheureusement je suis nul, je vais refaire une partie. Hop, voilà. En gros, c'est un jeu qui vous permet de gagner une whitelist sur le jeu. Le jeu, c'est assez intéressant. Le jeu, je crois qu'il est sur Polygon, si je dis pas de bêtises. Et puis, il y a pas mal de hype. C'est un free-to-play d'ailleurs sur Polygon. Et en gros, voilà, les meilleurs scores pourront choper une whitelist. Donc, avis aux tryharders. Moi, je suis vraiment très très nul. Donc, je les ai contactés pour un partenariat. C'est ma seule façon d'être whitelisté, vraiment. J'en suis rendu là. Et là, je suis mort.
tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.